Bienvenue à tous au 4e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Nous vous présenterons le 4e chapitre intitulé Alimentation de laboratoire et plaques d'essai en 2 vidéos plus courtes. Notre présentateur aujourd'hui est Victor Vince. Merci beaucoup David pour l'introduction. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous sommes les seuls frères et sœurs parmi les présentateurs. Bien que David soit ingénieur mécanique, il a de nombreux liens avec l'électronique, mais je ne suis qu'un d'entre eux. En tant qu'ingénieur en soudage, je travaille chaque jour avec une alimentation très spéciale, le transformateur de soudage. David, peux-tu nous dire quelques mots sur cet appareil ? Le transformateur de soudage est une alimentation qui peut fournir un courant élevé à plusieurs centaines d'ampères. C'est nécessaire pour garantir que la chaleur de l'arc créé lors du soudage fasse fondre le matériau à souder, permettant aux pièces métalliques de se lier ensemble. Le rôle du transformateur est de fournir un courant élevé à basse tension, ce qui est essentiel pendant le processus de soudage. Le 4e chapitre a été écrit par Botong Sato alors qu'il était étudiant en licence. Il fait maintenant son doctorat à l'Université de technologie et d'économie de Budapest. Commençons par l'introduction de la plaque de prototypage. Si vous voulez construire un circuit, vous pouvez le faire clairement et simplement avec l'aide d'une plaque de prototypage conçue à cet effet. La figure montre que de petits trous se trouvent sur la plaque de prototypage où vous pouvez enfoncer les extrémités des broches des composants. Ces trous, comme montré dans la figure, sont connectés aux petites rails métalliques intégrées dans le plastique. David, peux-tu les montrer ? Bien sûr. Ici, vous pouvez voir une plaque de prototypage vide. De l'autre côté, vous pouvez voir une assemblée avec le dos retiré pour montrer les rails métalliques. La ligne de trous adjacente aux 2 bords plus longs de la plaque de prototypage est appelée alimentation et leur polarité est généralement indiquée par les fabricants. Pour des raisons de simplicité, la paire de bandes d'alimentation positive et négative adjacentes est souvent appelée simplement rails d'alimentation. Les rails d'alimentation ne sont pas en contact électrique les uns avec les autres. Cela est également indiqué par l'interruption du marquage de polarité. Vous pouvez connecter les bornes d'alimentation aux rails d'alimentation jusqu'à 4 tensions de terminal différentes pour la plaque de prototypage comme indiqué dans la figure. Cependant, il existe des plaques de prototypage qui n'ont qu'un seul rail d'alimentation plus long de chaque côté, donc pas 4, mais seulement 2 sources de tension différentes peuvent être connectées. Avant de l'utiliser, vous devez savoir quel type vous avez en main afin qu'il ne vous trompe pas. Vrai. On a tous été dupés par une plaque de prototypage. Nous pouvons définir des rangées et des colonnes dans la partition centrale entre les 2 rails d'alimentation latéraux. Les trous, qui sont perpendiculaires aux côtés plus longs, sont connectés entre eux et appelés colonnes, généralement marquées par des numéros. À la même distance, parallèles aux côtés plus longs, les trous électriquement non interconnectés sont appelés rangées. En général, les rangées sont marquées par des lettres majuscules par les fabricants. La plaque d'essai est divisée par la croissance longitudinale au centre en 2 zones séparées. Ces zones ne sont pas électriquement interconnectées. Vous pouvez également voir ces noms dans la figure. Cela peut sembler compliqué au début, mais cela ne devrait pas vous effrayer. Dès que vous commencez à utiliser la plaque d'essai, sa structure devient immédiatement claire. Jetons un œil à une configuration simple. Ce circuit ne consistera qu'à un résistor, un circuit intégré, et un fil. Dans ce cas, sa fonction est sans importance. L'objectif est de montrer comment le placer correctement sur la plaque d'essai. Vous devez observer que le circuit intégré plat noir, 6 broches, qui sera discuté plus en détail, plus tard, est branché sur la plaque d'essai, de manière à ce que ces broches ne soient pas connectées à travers le panneau. Les 3 à 3 broches, sur les 2 côtés longitudinaux, tombent sur les différents côtés de la rainure de séparation. Notez que de tels composants à plusieurs broches doivent toujours être insérés dans la plaque d'essai de cette manière. Les broches du circuit intégré sont placées dans des colonnes séparées et ne sont pas électriquement interconnectées. Si plusieurs broches étaient dans la même colonne, vous court-circuiteriez leur borne, donc vous ne pourriez probablement pas le connecter à l'alimentation pour qu'il fonctionne correctement, ou le circuit intégré subirait même des dommages permanents. Vous devez également faire attention à l'emplacement des pièces à 2 broches. Comme connecter ces bornes est inutile,
elles doivent être enfoncées dans deux colonnes séparées. Lorsque vous visez à établir un contact électrique, les fils ou les pattes à connecter doivent être placés dans la même colonne. Les composants que nous avons vus jusqu'à présent ont été facilement placés sur la plaque d'essai car ils avaient tous des broches, mais ces types ne sont pas les seuls à exister. Examinons ce problème plus en détail. Auparavant, nous avons appris à établir des connexions sur la plaque d'essai, mais il existe également d'autres façons de construire un circuit. Que pensez-vous quand pouvons-nous utiliser des circuits construits sur la plaque d'essai? Certainement pas dans la mécanique mobile, l'utilisation industrielle. Eh bien, non. Mais pour le prototypage et les tests rapides de concepts simples, c'est la meilleure solution. Si vous avez besoin de nombreuses pièces de quelque chose, ou si vous avez besoin qu'il fonctionne de manière fiable dans un environnement industriel, alors les composants sont placés sur un soi-disant circuit imprimé, abrégé en PCB. Les circuits imprimés se composent d'un support et de bandes conductrices qui connectent les composants individuels. Selon les besoins, le substrat de support est le plus souvent en matériaux en fibre de verre, tandis que les bandes conductrices sont généralement en cuivre. La structure du circuit imprimé, ou PCB, peut être très diverse. La construction la plus simple consiste à placer des bandes conductrices d'un côté du substrat. Dans ce cas, le côté de la carte où se trouvent les bandes conductrices est appelé le côté de soudure. L'autre côté est appelé le côté des composants. Il est souvent le cas que des bandes conductrices soient placées des deux côtés de la plaque porteuse. Ce sont les soi-disant circuits imprimés double face ou à deux couches. Dans leur cas, il n'est pas possible d'isoler conceptuellement le côté des composants du côté de soudure. Il n'est pas rare que des pistes conductrices soient placées dans les couches internes du substrat. Ceux-ci sont appelés circuits imprimés multicouches. Dans le cas des circuits imprimés double face ou multicouches, le contact électrique entre les surfaces conductrices est assuré par des trous percés, revêtus d'une couche conductrice avec un mot étranger, galvanisé. Les circuits imprimés haut de gamme d'aujourd'hui peuvent contenir 14 couches ou plus. Les composants sont fabriqués avec différents terminaux sortis et peuvent être fixés aux circuits imprimés de différentes manières. Heureusement, David a toujours quelques composants. Peux-tu, s'il te plaît, les montrer? Bien sûr! Lorsqu'un composant a de longues pattes, des trous métalliques sont réalisés dans le substrat pour assurer la connexion électrique et permettre de souder le composant. Ceux-ci sont appelés composants traversants ou TH. L'autre possibilité, si le composant n'a pas de longues pattes, ils sont soudés directement aux surfaces de contact, qui sont les soi-disant pads, créés sur la couche conductrice. Ceux-ci sont appelés dispositifs montés en surface, ou SMD pour faire court. Le grand avantage d'utiliser des composants montés en surface est l'économie d'espace, ce qui en fait des éléments de construction plus courants pour la mise en œuvre physique des circuits. La plupart des composants sont disponibles à la fois sous forme traversante. Montée en surface, la plaque d'essai peut être utilisée pour fixer les composants traversants. C'est pourquoi nous utiliserons principalement de tels composants pour construire nos circuits. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont vous savez ce qui doit être connecté à quelle broche d'un composant à plusieurs broches? Bien sûr, lisez toujours la fiche technique fournie par le fabricant. Dans la plupart des cas, elles sont disponibles sur Internet en anglais. Bachar Ben Elliott Hadoub sur Internet et ensuite Vous pouvez également trouver des descriptions des composants mentionnés dans ce tutoriel sur le site web. Si vous recherchez une telle spécification, vous verrez que les broches du composant sont numérotées, et à côté des numéros sont écrites leurs fonctions. Les fabricants marquent la première broche ou pin de plusieurs manières. Le mode le plus répandu est un point sur le boîtier. Une autre technique de marquage utilisée utilise une rainure semi-circulaire sur un côté de l'emballage du composant. Si vous placez le circuit intégré devant vous, rainure en haut, la broche en haut à gauche est la broche numéro 1. Certains fabricants utilisent une ligne au lieu d'une rainure.
auquel cas la broche numéro 1 est définie de manière similaire à la version précédente. Peut-être que la manière la plus élégante de marquer est lorsqu'un côté du circuit intégré est biseauté. On dirait qu'un côté du circuit intégré a été limé. Si vous rencontrez une telle chose, vous devriez également placer le matériel multibroche sur la table en le tenant sur ses propres broches, avec le côté limé à votre gauche. Alors la broche en haut à gauche est la broche 1. Si nous avons trouvé la broche 1, alors la numérotation est identifiée par un système unifié. Si vous placez l'ICA devant vous sur la table, la numérotation se déplace de première broche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de droite à gauche, dans l'ordre croissant. De droite à gauche, le numéro augmente dans l'ordre. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Merci à tous pour votre attention. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo où nous mettrons en pratique les connaissances que nous venons d'apprendre. À bientôt, au revoir.